Il y a pas beaucoup de choses dans ma vie que j'ai fait, 10 000 heures. Il y en a peut-être une, 2, voire 3. Mais parmi ces choses-là, il y a très certainement la vidéo. Tourner, monter et même réfléchir, penser à des idées, des concepts de vidéo. Si on cumule ces 3 choses-là, j'ai clairement passé plus de 10 000 heures à faire ça. Et il y a des gens qui j'ai eu pas mal de retours positifs sur, mon montage, sur ma manière de faire des vidéos. Et j'aimerais partager ça. Notamment, ce qui est intéressant, ce qui me donne confiance en moi par rapport à ce sujet-là, c'est que beaucoup de gens, en fait, m'ont dit, je sais pas comment le prendre, mais qu'ils aimaient pas forcément, moi, ils m'aimaient pas forcément moi, ils aimaient pas forcément mes sujets, ma manière de traiter les sujets, mais qu'ils regardaient quand même mes vidéos parce qu'elles étaient bien faites, en fait, parce qu'ils étaient, captivés par elles. Parce que j'avais ma propre, touche, en fait. Et aujourd'hui, je vais essayer de partager un peu ce que je sais, ce qui est un peu particulier parce que j'ai vraiment aucune notion de cinéma, je m'intéresse vraiment pas au cinéma, je regarde vraiment pas de films, je trouve ça inintéressant. Je suis même pas sur Netflix, j'ai pas d'intérêt énorme, j'ai pas de respect énorme pour la vidéo. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pu me lancer là-dedans et faire un petit peu n'importe quoi et m'amuser. Et j'aimerais en fait partager ce que j'ai appris sur le tas pendant ces années, sur, sur voilà, comment tourner, comment monter, comment parler à la caméra. Je vais faire ce podcast assez librement, je sais pas où je vais, ça va être de l'impro, du freestyle. Et je vais partager un maximum de choses que je sais sur le sujet. À la radio. Alors, la première chose à laquelle je pense, c'est la narration. J'ai déjà fait un podcast plus court là-dessus, que je vous invite à écouter, sur l'importance de transmettre des émotions, de jouer, de commencer sur pile émotionnellement et de finir sur face émotionnellement à la fin de l'histoire, d'avoir des histoires courtes, être centré sur les verbes, sur le mouvement, et sur les émotions qui accompagnent ces mouvements, et que c'est vraiment ça le plus important, c'est le point de vue subjectif, c'est le changement subjectif intérieur. Ça, c'est vraiment illustré dans mes projets 30 jours, où l'idée pour moi vraiment dans ces projets, dans la manière dont je le narrais, c'était de transmettre ce changement-là. C'est encore plus facile de le faire en vidéo parce que vous avez vraiment pas besoin en vidéo d'imposer vos émotions, de dire là j'étais triste, ressentez la tristesse, ou là j'étais heureux, ressentez le bonheur. Non, vous pouvez l'illustrer directement, quoi, dans la vidéo, dans la manière dont vous filmez, puis même dans la musique. Je dirais qu'en matière de musique, c'est peut-être le plus important en fait, la musique dans la vidéo pour moi. Ce que je fais en fait de manière générale quand je monte, c'est que je mets un maximum de rush à l'intérieur de Adobe Premiere, j'utilise Adobe Premiere. Même si j'ai fait pendant des années, j'ai utilisé plutôt iMovie. Et donc dans Adobe Premiere, je mets un maximum de vidéos, de rush, donc de bouts de vidéos non montés. Je coupe un peu ce dont je sais que c'est totalement inutile, et je mets directement, je vais chercher de la musique. Et je sais que beaucoup de gens aiment bien mon type de musique, et je vais vous dire comment je fais pour trouver des bonnes musiques. Vous allez sur la recherche YouTube, dans la barre de recherche, et vous tapez Free Type Beat. F-R-E-E-T-Y-P-E, plus loin B-E-A-T. Et vous ajoutez à ça le nom d'un rappeur que vous aimez bien. Et là, vous allez trouver des musiques, des beats donc des musiques très rythmées, sur lesquelles vous allez pouvoir monter, sur lesquelles vous allez pouvoir mettre des vidéos. Si vous voulez même aller être un peu plus sûr au niveau des droits, vous pouvez même taper Free for Profit Type Beat. Et là, vous avez vraiment des musiques que vous pouvez utiliser, même sur une vidéo de pub ou de vente. Et c'est vraiment parfait pour la vidéo, pour la simple raison que les beats de rap sont faits pour le texte, sont faits pour quelqu'un qui va pouvoir parler par-dessus. Donc vous pouvez parler par-dessus, vous pouvez avoir de la voix par-dessus votre type beat, et ça va très bien marcher, on va continuer à vous entendre, c'est fait pour ça en fait. Si vous aimez moins le rap, si ça vous parle moins, que vous voulez essayer autre chose, c'est très simple, vous tapez Free Type Beat, et vous ajoutez derrière les mots comme acoustique, comme Lofi, L-O-F-I, comme cloud, C-L-O-U-D, peut-être minimal. Voilà, vous pouvez trouver en fait toutes sortes de type beats. Si vous tapez bossa nova, vous allez trouver des beats un peu de bossa nova. Et vous pouvez trouver tout type de musique de cette manière-là. Et ça, c'est vraiment bien pour monter, ça permet d'avoir du rythme. Alors après, comment vous montez par rapport à la musique, il y a plein de manières de faire. Il y a des gens qui aiment bien couper, mettre des cuts dans les vidéos pile à des moments de la percussion dans le beat. Parfois, ça peut être bien de faire ça. Ça peut être un peu abusif, moi j'essaye de l'utiliser de temps en temps, mais de pas trop en faire.
Ça dépend, si vous avez envie de donner un aspect un peu plus clip à votre vidéo, vous pouvez le faire, mais c'est pas une obligation. En fait, c'est à vous de tester et de voir ce qui marche pas, quoi. Si vous regardez beaucoup de vidéos, de toute façon, vous avez déjà un peu une notion, un feeling de ce qui marche et de ce qui ne marche pas en matière de vidéo. Un truc que j'utilise pour parler de trucs un peu techniques, qui pour moi marche très bien par rapport au rapport entre la musique et l'image et les émotions, un truc qui marche très bien, c'est d'arrêter la musique ou d'arrêter l'image. Un effet comique que vous avez souvent vu sur internet, c'est un mec qui parle face à la caméra, il y a une musique derrière un peu légère, puis là il dit une connerie, et la musique s'arrête. Mais elle s'arrête juste avant qu'il dise la connerie. Comme ça vous savez qu'il est en train de dire une connerie, et vous savez que c'est une blague. Et souvent il y a des bruits de dérapage aussi, juste au même moment. Pour exprimer en fait le fait que le gars est en train de parler, est en train de dire une blague. Et ça accentue l'effet comique de manière assez discrète, de manière assez invisible, si vous vous intéressez pas trop au montage, et c'est très efficace. Une autre manière de faire ça, que je trouve plus intéressante encore sur YouTube, parce que c'est moins exploité, un autre effet musical qui est très efficace, et moins connu, c'est que vous avez une vidéo dans laquelle il se passe quelque chose, je sais pas, vous roulez en voiture par exemple, et il y a une musique en même temps, et à un moment donné, le bruit de la vidéo, le bruit de fond de la vidéo, donc en l'occurrence le bruit de la voiture qui roule, ça peut être des bruits d'oiseaux, ça peut être des bruits de l'eau, je sais pas, n'importe quoi, en fait petit à petit ce bruit de l'extérieur, ce bruit de la vidéo, ce son de la vidéo, il va se couper. Moi j'aime bien le couper net. Et en même temps la musique va continuer. Quand vous faites ça, je saurais pas trop l'expliquer, ça donne une émotion, ça donne un sentiment de poésie, en quelque sorte. Vous allez ressentir quelque chose de fort, vous allez être impliqué dans la vidéo d'une manière assez étrange. Si vous voulez faire de manière encore plus forte, c'est d'avoir une vidéo et un son dans laquelle il y a des gens qui parlent, peut-être des gens qui rient, et puis à un moment vous coupez ça, et vous continuez la musique, et la musique continue à avoir lieu. Et bien ça fait ressentir un truc assez étrange, ça peut faire ressentir souvent un sentiment qu'on pourrait qualifier de nostalgique. Et c'est extrêmement efficace, donc je vous conseille de faire ça en matière de montage audio. Bon, on parle de trucs un peu techniques, je vais essayer de revenir à des choses plus générales. En matière de vidéo, l'idée de ce genre de podcast, c'est d'essayer d'aller dans tous les sens. Je sais pas si c'est bien, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que ça va trop dans tous les sens du coup. Un autre truc dont je voudrais parler tout à l'heure sur la vidéo, c'est la question de la longueur. C'est un truc qu'on me demande beaucoup. Combien de temps vont durer tes vidéos? Combien de temps est-ce que je dois faire? Pour moi, ce qui a bien marché, c'est de faire des vidéos de 12 minutes. Mais en fait, je dirais que c'est pas une question d'algorithme en fait. YouTube, ce que YouTube préfère en matière de vidéo, c'est les vidéos les plus longues possibles. Mais il y a un truc, c'est que si vous faites des vidéos très longues, il faut que vous soyez capable de capter l'attention des gens. Si vous avez la capacité de faire des vidéos de 10 heures que les gens vont regarder en entier, faites-le. Vous posez pas de limite si vous êtes capable de faire ça. Maintenant, vous en êtes probablement pas capable. Ça vous prendrait trop de temps, ça serait trop difficile. Ce serait une œuvre trop magistrale en fait. Sauf si vous faites des projets comme MrBeast ou SemSem qui font des trucs du genre attendre pendant 10 heures sur un banc, ou alors des trucs un peu bizarres comme ça, être enfermé dans une prison pendant 10 heures, enfin je sais pas trop. Si vous faites ce genre de projet, là effectivement, les gens vont peut-être les regarder, pas en entier, mais ils vont regarder un peu à droite, à gauche, essayer de trouver des trucs dans la vidéo. Mais en dehors de ce cas de figure, si vous montez vos vidéos, si vous les travaillez, je dirais qu'il faut être le plus long possible, dans la mesure où vous êtes capable de capter l'attention pendant cette période de temps. Mais je dirais que plus vous êtes long, en fait, d'une certaine manière, mieux c'est, parce que plus vous êtes long et moins vous avez de concurrents. C'est-à-dire que faire une vidéo de 3 minutes captivante, plein de gens le font déjà, faire une vidéo de 15 minutes captivante, tout d'un coup vous jouez à un autre jeu en fait. C'est un peu plus difficile et il y a moins de gens qui vont faire la même chose que vous. Donc ça peut être plus intéressant, ça peut être plus pertinent. Et là encore une fois, en fait, comment on fait pour capter l'attention des gens? Changer de plan, changer de musique. Moi je conseillerais pas de mettre forcément trop de musique. Les bonnes vidéos, je trouve que c'est sur une vidéo de 15 minutes par exemple, une bonne vidéo va avoir 2-3 musiques. J'aime bien faire un truc, c'est d'avoir la même musique au début et à la fin, pour faire une sorte de rappel dans la vidéo. De manière générale, faire des rappels dans la vidéo, c'est bien. Et
De quoi je parlais? Ah oui, ce qui est important pour capter l'attention sur des vidéos longues, c'est la narration, donc je rapporte à la vidéo, au podcast que j'ai fait juste avant, que vous pouvez trouver sur tout ce que je sais sur la narration. Et donc c'est bien d'avoir une bonne narration. Il y a un gars qui fait ça très très bien en vidéo en ce moment sur Facebook et sur YouTube aussi, c'est Will M. A priori vous connaissez déjà, c'est quelqu'un de très connu. Il fait ça mais d'une manière vraiment extrême, quoi. On est vraiment dans la narration, dans les hooks, dans les hameçons, et dans les pièges en fait qui vous obligent à capter, à donner toute votre attention à la vidéo. Faut utiliser ça, faut abuser de ce truc-là que lui il utilise à fond dans ses vidéos qui font qu'en fait on est obligé de regarder. Cette capacité en fait à avoir des sortes d'hameçons narratifs qui font qu'il y a une énigme, qu'il y a un mystère, que vous êtes dans le flou, que vous êtes dans une situation complexe, que vous avez besoin de clarifier, ça c'est très très efficace. Faut sortir en fait de ce paradigme où il faut absolument faire comme à l'école, quelque chose de très clair, annoncer le plan, qu'on sache ce qui va se passer. Non, ça c'est pas bien. Enfin, c'est bien si vous passez le bac de philo, mais c'est pas bien si vous essayez de faire une bonne vidéo pour Facebook ou pour YouTube. Et pas hésiter à être un peu mystérieux, parfois. De quoi je veux vous parler maintenant? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la vidéo? Alors là, on a parlé de choses surtout méta, un peu sur la narration, sur l'émotion, sur le côté artistique. Je vais un peu revenir sur des choses techniques que vous pouvez peut-être vous demander. Sur l'éclairage, c'est pas ma spécialité, mais bon, il y a des éclairages un peu de couleur, rouge, bleu. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Contrapointe qui fait ça très bien, qui met des cadres vidéo extrêmement bien faits. Je vous invite à regarder ça. C'est vraiment pas compliqué, hein. Le fait d'avoir des néons bleus et rouges chez vous, ou vert ou jaune, je sais pas quoi, ça a un effet assez magique, en photo et en vidéo. Essayez d'avoir un truc comme ça au niveau de l'éclairage qui vous démarque un peu. De manière générale, ce que je vous dirais, c'est que la vidéo est beaucoup moins importante, enfin la qualité de l'image de la caméra que vous utilisez est beaucoup moins importante qu'on le croit en général. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon son et d'avoir une bonne histoire. Vraiment, vous pourriez filmer avec un vieux téléphone et faire beaucoup de vues, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on entende ce que vous dites et qu'il y ait une bonne histoire, qu'il y ait des bonnes musiques, qu'il y ait une bonne action, qu'il y ait un bon mouvement. Bien sûr, si vous faites des belles vidéos bien éclairées avec de la vidéo bien HD, en 4K, etc., c'est encore mieux. Mais c'est du détail, c'est secondaire par rapport au mouvement et à l'histoire. Le matériel. Alors, ce que je vois, moi, c'est que beaucoup de youtubeurs professionnels, de vidéastes professionnels sont sur l'A7S. Moi, j'ai l'A7S2, je crois. C'est très bien pour filmer dans plein de contextes, c'est bien pour filmer la nuit. Vous pouvez mettre n'importe quel objectif, ce sera très bien. Essayez de faire des tests en magasin avant d'acheter. Les objectifs le moins chers sont très bien aussi sur l'A7S. Sinon, il y a le RX 600. Je suis pas sûr du chiffre, il me semble que c'est le RX 600 qui est pas mal, que j'utilisais à un moment dans une gamme de prix bien inférieure. Alors l'A7S, c'est je crois dans les 2000€ avec l'objectif. Si vous êtes prêt à payer moins, genre 500€, vous pouvez prendre le RX 600 de Sony, qui est vraiment cool au niveau de la stabilisation, au niveau du focus. C'est vraiment une bonne caméra pour youtubeurs, une bonne caméra intermédiaire. L'iPhone, le dernier iPhone, enfin l'iPhone X, le suivant aussi j'imagine, très bien pour la vidéo. Pour une raison assez étonnante, parce qu'en fait la réalité c'est que la caméra en soi elle est pas, c'est comme les autres, hein, c'est une caméra de téléphone, et il y a peut-être des meilleures caméras chez Samsung ou autres. Mais en fait ce qui se passe c'est que comme beaucoup de gens ont des iPhones, comme c'est un des appareils majoritaires, parce qu'après il y a plein d'Android mais c'est des caméras différentes, c'est plein de petites caméras différentes, moins populaires. Comme l'iPhone a un côté majoritaire, ça fait que des sites comme Instagram ou Snapchat vont être optimisés pour l'iPhone. Ce qui fait que quand vous publiez des vidéos directement sur Instagram, que vous faites des stories, etc. Et bon, ça peut être utile de faire ça, hein, de toute façon, si vous faites, même si vous faites juste la vidéo sur YouTube à la base, bah, ça peut être bien de passer par iPhone parce que c'est optimisé, en fait. Pour faire des lives, pour faire des stories, c'est vraiment bien. Donc si vous voulez un téléphone pour filmer, ben, c'est le mieux. C'est les réponses que j'ai eues, notamment par des gens un peu pro là-dedans, quand j'avais demandé à l'époque sur Twitter, quand j'étais encore sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour les choses techniques. Pour le son,
Donc si vous avez STS, vous prenez un micro Canon. Vous n'avez pas forcément besoin d'être en stéréo. Moi je pensais que c'était un truc ultra important sur la vidéo, mais en réalité le mono ça peut être très bien. Il y a des micro Canon mono qui sont très efficaces. Vous pouvez passer par n'importe quel micro Canon de Rode, c'est très bien. Sennheiser aussi, moi je trouve que c'est le mieux au niveau des micros cravates. Si vous voulez un truc un peu discret que vous portez comme ça, Sennheiser EW3G100 ou alors EW3G100. Il y a aussi, si vous voulez un micro plus classique, ce que les gens utilisent, ce que moi j'utilise même en ce moment, c'est le Zoom H3, qui est très bien aussi. Donc c'est un vrai micro avec une bonnette qui vous permet d'enregistrer un petit peu partout. Et voilà, au niveau de l'aspect technique, donc je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ce qu'il faut en logiciel de montage, c'est plutôt Adobe Premiere, c'est ce qui est le plus utilisé, et c'est ce que... Enfin, moi j'utilisais aussi à la base iMovie, et ça c'est bien pour débuter si vous êtes sur Mac, et que vous n'avez pas envie d'apprendre dès le début, mais juste de vous lancer rapidement. Mais après, évidemment, Premiere, ça vaut vraiment le coup d'apprendre. Puis en vérité, c'est pas si compliqué, hein. Il suffit de connaître les raccourcis pour aller vite, CTRL-C, toi-même tu sais, si vous montez. Et je vous invite voilà, à utiliser ça. Donc évidemment c'est des logiciels payants, mais vous pouvez prendre l'abonnement, en fait c'est pas si cher que ça. Donc ouais, pour la partie technique, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Il y a pas... Il y a des petits principes au niveau de l'éclairage, c'est d'avoir une lumière un petit peu chaleureuse dans le fond, et peut-être une lumière un peu plus claire, un peu plus blanche pour vous éclairer vous. Essayez d'avoir 2 éclairages en face de vous, à gauche et à droite, avec un angle différent, puis voilà une petite lumière dans le fond qui met en valeur votre silhouette, qui va être plutôt une lumière un peu orangée, un peu chaleureuse. Et voilà. Mais je ne vais pas m'attarder tellement sur l'aspect technique, parce que je pense qu'il est vraiment beaucoup moins important qu'on le croit, et que vous pouvez déjà trouver en fait pas mal de ressources là-dessus, quoi. Il y a déjà plein de gens qui couvrent cet aspect-là. Donc on a parlé un peu de l'aspect narratif, on a parlé de l'aspect technique. Un truc important, je pense, par rapport à la vidéo sur YouTube, et qui je pense c'est qu'il faut prendre en compte, et dont je vais vous parler ici, c'est la question de la viralité et de la popularité. Alors là-dessus, pas beaucoup de gens vont vous en parler, j'ai l'impression, parce que les gens sont assez hypocrites. Mais en réalité, sur YouTube, tous les gros youtubeurs, tous les gens qui font beaucoup de vues, pensent en termes de popularité, réfléchissent en termes de viralité, et les gens font pas les vidéos qu'ils ont envie de faire personnellement sur le moment. Les gens font souvent des vidéos, et moi aussi je l'ai fait, en fonction des titres qu'on peut avoir. La démarche qu'on peut avoir un peu au début quand on commence à faire de la vidéo, c'est se dire, voilà, quelle vidéo j'ai envie de faire, et puis à la fin, quand la vidéo est tournée, on se dit, bon bah quel titre je vais mettre. La démarche de la plupart des youtubeurs, d'expérience, hein, c'est exactement l'inverse. Moi je dis la plupart, en fait, je devrais dire tous, quoi. C'est l'inverse. On pense d'abord au titre, et ensuite on fait la vidéo. Alors là, vous allez me dire, mais attends, mais c'est du putaclic, etc., c'est pas bien, les youtubeurs ils font pas ça. Mais en fait, le putaclic, c'est pas quand vous avez un titre racoleur, c'est quand vous avez un titre racoleur et que derrière il n'y a rien. La difficulté du youtubeur, c'est pas seulement de trouver le titre, en fait, c'est après avoir trouvé un titre qui attire, être capable de faire une vidéo cohérente et qui justifie ce titre un peu choc. Pourquoi ? Parce que en fait, dans l'algorithme de YouTube, ce qui se passe, c'est que vous êtes pénalisé si vous arnaquez les gens. Si les gens cliquent pour avoir quelque chose et qu'ils ont quelque chose de moins bien, ça ne marche pas. Ce qui se passe si vous faites ça, c'est que les gens vont moins longtemps regarder votre vidéo. Et la longueur, le temps pendant lequel les gens regardent votre vidéo, c'est le paramètre principal qui va mettre votre vidéo en avant, qui va la recommander davantage sur YouTube. C'est-à-dire que si vous publiez une vidéo avec un titre très attirant, qui va faire que beaucoup de gens vont cliquer dessus initialement, mais qu'ensuite ils vont repartir parce qu'ils voient que vous avez triché, que vous avez menti, eh bien votre vidéo va quasiment disparaître. Alors que si vous faites l'inverse, si vous êtes capable d'avoir un titre très attirant, et que les gens regardent votre vidéo en entier, et qu'en plus cette vidéo est assez longue, disons qu'elle dure 20 minutes, bah là YouTube va vous adorer, et YouTube va vous mettre en avant son algorithme, et en fait il veut que les gens restent le plus longtemps possible sur YouTube. Donc faut réfléchir comme ça, essayer de réfléchir à des titres qui vont peut-être faire gagner du temps aux gens, et pour ça le concept
que moi j'ai beaucoup fait, qui est les projets 30 jours, mais aussi en ce moment ça marche bien les défis 24 heures, les défis d'une semaine, ce genre de choses. Essayez de réfléchir par rapport à ça. Quel genre de titre n'a pas été fait? Sur quel titre vous cliqueriez? Et ensuite, vous créez la vidéo, mais vous créez une vidéo que les gens vont avoir envie de regarder en entier. Parce que vous avez une bonne narration, parce que vous avez une bonne histoire, un bon audio, une bonne vidéo. Un autre point important dans la vidéo, c'est d'incarner des personnages. Faut pas seulement réfléchir par rapport à chaque vidéo, mais il faut aussi avoir un thème général pour votre chaîne. Et ce thème général, je pense que plutôt que d'essayer de viser à tout prix une niche, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un angle, un format, un personnage particulier que vous allez incarner, et que les gens vont reconnaître. Il faut que les gens, en fait, puissent avoir envie de cliquer sur votre contenu si vous parlez d'un sujet dont tout le monde parle, mais que les gens sachent que vous allez en parler différemment. Plutôt que de vous démarquer uniquement par vos sujets, essayez de vous démarquer par votre angle. Est-ce que vous êtes un personnage qui peut parler de tout et n'importe quoi, qui peut parler, je sais pas moi, il y a plein de vidéos sur le jeûne par exemple, est-ce que si vous faites une vidéo sur le jeûne, les gens vont se dire lui il va en parler différemment. Si vous arrivez à cet état-là, si vous avez l'habitude de cultiver une certaine originalité, un regard un peu différent, parce que vous êtes un personnage, je sais pas, très artistique, ou alors très scientifique, ou alors très brut, voilà, peu importe. Si vous avez un personnage très bad boy, je sais pas, si vous êtes à fond dans un archétype, dans un personnage, eh bien les gens vont être beaucoup plus intéressés par ce que vous faites sur le long terme. Donc voilà sur les questions, sur ces questions-là. Est-ce que c'est important? Il y a des gens qui me posent des fois des questions sur la fréquence et sur le moment de publication. Alors oui, ça a une importance, il y a des gens qui font, le mieux c'est de faire des tests, c'est dur de savoir comme ça. Par contre, il y a un truc vrai, c'est que si vous annoncez un jour et une horaire de publication, moi je le faisais pas assez, si vous annoncez à l'avance ça, c'est très bien pour YouTube parce qu'en fait vous faites quelque chose qui pousse les gens à arriver sur le site youtube.com, et ça c'est bien aussi pour l'algorithme, ça va vous mettre en valeur. Si vous poussez les gens à venir sur YouTube et à rester sur YouTube, donc si à la fin de la vidéo vous avez un lien vers une autre vidéo intéressante, si vous êtes capable de faire ça, eh bien YouTube, l'algo va vous mettre énormément en avant. Donc c'est quelque chose d'utile à faire aussi. Il y a des trucs aussi par rapport à la monétisation, par rapport à la pub. Alors clairement, surtout si vous commencez, je vous conseille pas de miser sur la pub native, enfin la pub directe de YouTube, parce que vous allez gagner très peu d'argent par ça. Moi j'ai l'impression, mon expérience, c'est qu'en démonétisant mes vidéos, j'avais beaucoup plus de liberté que les autres au niveau du remixage, en fait, d'utiliser des musiques, d'utiliser des vidéos d'autres personnes, j'avais beaucoup plus de facilité par rapport à ça. Et pour moi, c'est un truc vraiment important, quoi. Ça m'ennuie énormément, ça m'énerve vraiment ce qui se passe sur YouTube en ce moment, qui est qu'il y a de plus en plus de difficultés à utiliser des vidéos extérieures, et qu'il y a Lina qui se plaint tout le temps quand on utilise leurs vidéos, et France Télévisions, etc. C'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment triste que YouTube, qui a quand même beaucoup commencé par ça, j'ai l'impression, par le remix, eh bien ça devient un truc où c'est de plus en plus difficile, voire impossible de faire des remixes aujourd'hui. Ça, je trouve ça dommage. Et pour contourner ça, vous pouvez essayer de... maintenant il y a beaucoup de free type beats, de musique qui sont libres de droit qu'on peut trouver, donc c'est bien. Un truc que je faisais moi aussi un moment, c'est de prendre des vidéos et de les filmer, c'est-à-dire de filmer mon écran d'ordinateur devant des vidéos. Si je veux introduire une vidéo dans mon montage, et ça c'est vraiment bien pour passer outre l'algorithme de détection. Et c'est vraiment important, je pense, d'être capable de piocher dans des vidéos existantes, parce que si vous vous limitez aux vidéos que vous tournez vous-même, en termes de montage, vous allez être beaucoup plus limité, vous allez avoir beaucoup moins de sources de créativité, quoi, si vous vous limitez aux vidéos que vous faites vous-même. Alors que si vous pouvez jouer avec des images d'archives, avec des images d'autres youtubeurs, avec toutes sortes de films et de vidéos, là tout d'un coup vous avez la possibilité de faire des choses très marrantes. Un truc que j'ai essayé un peu de faire et que j'essaierai de faire aussi plus tard, à un moment dans ma vie, qui je pense est ultra sous-exploité sur YouTube, c'est de mélanger les médias. Mélanger les types de vidéos, les types de contenus. J'ai un tout petit peu, essayé de faire du dessin, d'ajouter des dessins animés dans mes vidéos, je vais essayer de le faire davantage, et je pense qu'un type de contenu qui mélange vraiment la vidéo et le dessin animé, ou alors peut-être la sculpture et la vidéo, je pense à Casey Neistat qui par exemple, quand il explique des choses, au lieu d'avoir un graphique, comme tous les youtubeurs font, il fait des graphiques avec des objets réels.
il dessine sur un petit tableau, il met des petits objets dans des trous pour illustrer un truc. Il fait ça extrêmement bien, Kazen Neistat. Si vous suivez n'importe laquelle de ses vidéos, vous devez voir de quoi je parle, sinon regardez. Il a cette manière d'illustrer les choses de manière très physique parce qu'il crée des choses avec ses mains concrètement, et ça c'est très agréable, esthétiquement, visuellement, à faire. Et de manière générale, en fait, être capable de mélanger les médias, d'ajouter, d'être capable de faire, par exemple, j'imagine, je sais pas, un youtubeur qui commencerait par un story time, et puis au milieu de son story time, il y a un clip, et puis après, il y a une vidéo de reviews, de news. Tu vois, ce genre de truc un petit peu mixte, je pense que ça devrait de plus en plus se faire sur YouTube. Et les gens s'enferment beaucoup dans des formats, je comprends pas trop pourquoi. C'est assez dommage. Alors qu'on peut vraiment, enfin, on est encore dans le début de YouTube et il y a beaucoup de choses qu'on peut innover, qu'on peut inventer. Aujourd'hui, on a énormément de liberté et on s'en saisit pas forcément. Je parlais de Kazen Neistat, j'évoquais ce YouTuber juste avant, ça me fait penser à un truc que j'ai pas évoqué quand je parlais de la narration plus tôt. C'est que dans la vidéo, vous avez un avantage énorme en matière de narration, c'est le suivant, c'est que vous pouvez détruire ou casser totalement la chronologie. Et ça, c'est trop bien en termes de narration. Si vous connaissez Tarantino, par exemple Pulp Fiction, vous voyez ce que c'est que cette manière de commencer par la fin et de créer des énigmes, des mystères qui vous donnent envie de suivre l'histoire. Vous commencez par la fin, puis après vous êtes au début, puis après vous êtes à nouveau à la fin, puis au milieu. Si vous êtes capable de faire ce genre d'histoire un peu bizarre chronologiquement, mais assez claire pour qu'on comprenne ce qui se passe, eh bien vous pouvez capter l'attention d'une manière vraiment folle. Il y a un film qui s'appelle Memento, aussi, qui fait ça extrêmement bien, que je trouve super. Et donc Kazen Neistat, parce que j'ai regardé beaucoup de ses vidéos à un moment pour comprendre pourquoi ça m'intéressait, pourquoi est-ce qu'on était autant capté par ce gars qui raconte juste sa vie, et parfois des trucs vraiment basiques, en fait, vraiment pas particulièrement intéressants en soi, si je voulais raconter là. Pourquoi lui, il arrive à faire des choses intéressantes? Et ben j'ai remarqué que pour moi, en tout cas, les vidéos qui m'intéressaient le plus de Kazen Neistat, c'est les vidéos qui avaient le plus de coupures temporelles. C'est des vidéos où ça commence à la fin, puis après t'arrives au milieu, puis après t'es encore t'es dans 3 pays différents pendant que le gars raconte sa vidéo. Je pense à une vidéo qu'il fait par rapport à la fois où il est allé sur le mont Kilimanjaro. Quand il y a ces shifts, ces changements, ces déplacements temporels et géographiques rapides, eh bien, je trouve que c'est extrêmement captivant pour le spectateur. Et ça, c'est un truc qu'il faut exploiter à fond quand vous êtes dans la vidéo, parce que les autres narrateurs peuvent pas le faire. Si vous faites ça dans un bouquin, ça devient vite compliqué, on sait plus où on est, il y a des personnages qui apparaissent et on sait pas qui c'est, et puis on doit retourner en arrière pour comprendre de quoi on parle, pour comprendre où est-ce qu'on est, c'est chiant. Et pourtant en vidéo ça marche trop bien, et c'est un truc que je vous conseille de faire, d'exploiter autant que possible les failles temporelles, en fait, les tunnels temporels dans la narration. Et pour ça, il y a un truc important, c'est de beaucoup filmer. Si vous filmez beaucoup, y compris dans des moments où a priori ça sert à rien, eh bien vous pouvez avoir beaucoup de failles temporelles comme ça, de tunnels temporels, parce que vous avez beaucoup de vidéos avec lesquelles vous pouvez jouer. Si vous êtes capable aussi d'utiliser un peu des images d'archives, vous pouvez faire ça aussi plus facilement. Donc faites ça, filmez un maximum. Pour ça, c'est bien d'avoir pas seulement une grosse caméra, comme l'A7S dont je vous parlais tout à l'heure, mais d'avoir aussi une petite caméra. Donc un iPhone, dernier iPhone, ou alors un RX100, un G7X aussi, c'est une caméra un peu plus ancienne mais qui est pas mal aussi. Je préfère le RX100 personnellement. Et avoir une petite caméra que vous pouvez sortir à tout moment. Pas hésiter aussi à faire des photos, parce que les photos ça peut aussi permettre d'illustrer les vidéos. Kazen Neistat justement le fait très bien. Et voilà, un dernier point sur lequel je veux insister à nouveau, c'est que j'ai dit que la musique c'était peut-être un des trucs les plus importants dans la vidéo, c'est un des trucs par lesquels j'ai commencé ce petit podcast. J'aimerais finir là-dessus aussi, et en particulier sur l'audio, sur la création d'ambiance sonore. C'est tellement important que moi j'ai envie d'apprendre à faire de la musique par moi-même en ce moment, j'apprends ça. Et si vous êtes capable de faire tous les bruitages, d'ajouter un maximum de bruitage dans vos transitions, dans vos vidéos, ça va donner quelque chose d'assez excellent. Il y a un gars qui fait ça très bien, je crois que j'ai perdu son nom malheureusement. C'est le CEO, le directeur de Patreon. Je vais essayer de vous retrouver une vidéo, vous dire d'aller la regarder si vous voulez comprendre c'est quoi un bon montage audio d'une vidéo. C'est ça, c'est tout simplement ça.
Je vous le retrouve, CEO de Patreon. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que lui, il fait lui-même ses propres sons, manifestement. Il s'intéresse beaucoup à la musique. Voilà, c'est Jack Conti. Vous tapez Dear Kaze Neistat from CEO of Patreon, Jack Conti, C-O-N-T-E. Et vous allez voir ça, vous allez avoir une vidéo ou 2 vidéos extrêmement bien produites sur le plan sonore, où dès qu'il y a une transition, dès qu'il y a un mouvement, il y a un son parfait pour accompagner ça. Alors c'est des sons bizarres, hein, c'est des sons de moteur, c'est des sons, je sais pas, d'avion, d'oiseaux, j'en sais rien, mais il y a des sons un peu étonnants, de cloches, quoi, qui accompagnent tous les propos et tous les mouvements de la caméra. Et en même temps, on a ce côté youtubeur, c'est-à-dire quelqu'un qui tient la caméra à la main. Je pense qu'il faut vraiment pas aller trop loin dans le YouTube, dans le côté. Faut pas essayer d'être trop professionnel, c'est bien de garder ce côté humain et de tenir la caméra à la main et de. Vous n'avez pas besoin d'une équipe de 5 personnes quoi, pour vous accompagner. Tout seul, vous pouvez très bien vous débrouiller sur YouTube. Et une bonne manière de se démarquer, je suis désolé, je vais dans tous les sens, hein, mais c'est le principe de ce podcast. Une bonne manière de se démarquer d'ailleurs par rapport à ça, c'est de filmer des vidéos un peu dehors, dans des contextes où la plupart des youtubeurs n'osent pas aller, parce que généralement, psychologiquement, les youtubeurs sont plutôt des gens introvertis, qui veulent faire des vidéos tout seuls dans leur chambre, qui sont pas très populaires et qui ont envie de devenir populaires grâce à internet. Si vous démarquez un petit peu de ça et que vous faites des vidéos dehors et que ça vous gêne pas de vous filmer en fait en extérieur, même si vous êtes tout seul, les gens le sentent et que ça les intéresse en fait. Ça peut un petit peu intriguer de faire ça, donc je vous invite à vous démarquer aussi de cette manière-là. Si vous n'êtes pas trop introverti et que vous n'avez pas trop peur de filmer dehors. Mais je vous invite à prendre votre courage demain et le faire. Mais je parlais pas de ça, je parlais donc du montage audio, c'est extrêmement important, essayez de le travailler à fond. Il y a énormément de librairies audio que de toute façon vous pouvez trouver sur YouTube. Moi je vous invite à même faire vos propres sons. Essayez de sortir avec votre micro et d'enregistrer des sons de vaisselle, d'eau qui coule, de pneus, j'en sais rien. Et de faire des vidéos comme ça. Une bonne manière en fait d'ajouter des bruits sur les vidéos, c'est de vous dire que les objets ont des voix. Essayez d'imaginer à chaque fois que vous voyez un objet, le son, la voix naturelle de cet objet, même sans mouvement. Quand vous voyez une chaise, essayez de l'imaginer, peut-être avec une voix de grand-mère, peut-être le son d'un grincement, quelque chose comme ça. Alors que quand vous voyez une porte en métal, tout de suite vous pensez à quelque chose, un son beaucoup plus industriel, à une musique beaucoup plus dure, électronique, etc. Essayez de penser à ça pour les ajouter dans vos montages, et dites-vous que le zoom, le fait de vous rapprocher d'un objet, ça aussi, ça a un son, ça a une voix, ça a un son de déplacement. Chaque mouvement de ce genre-là doit être accompagné d'un son. Une manière aussi d'ajouter du son dans vos vidéos, c'est à travers les transitions. Il y a un truc que moi j'appelle les transitions de bruit. Quand vous passez d'un plan à un autre, par exemple on vous voit vous et après on voit un vlog de votre journée, eh bien vous pouvez avoir des gens qui utilisent des écrans noirs, il y a des gens qui font, comme je disais tout à l'heure, des changements au niveau de la musique, ils vont arrêter la musique ou alors qu'ils vont continuer la musique et enlever le bruit. Vous pouvez faire ça, mais vous pouvez aussi simplement avoir des bruits de clics, de claques, de portes, de déchirures, des bruits d'orage, des choses comme ça qui vont découper votre vidéo en fait. Ça peut être des bruits de ciseaux aussi d'ailleurs. Ça me donne envie de parler des transitions. Il y a différents types de. C'est un truc très important dans la vidéo, je pense, de bien gérer les transitions. Moi je pense que vraiment en vidéo, ce qui est bien, c'est d'être capable de mélanger différents formats. Un format storytime où vous parlez face caméra, un format vlog où on vous voit faire des actions, et d'autres genres de formats, plus clip, où vous parlez pas, où il y a juste de la musique et des actions intéressantes, des formats où là, vous allez commenter ce que vous faites ou ce que d'autres gens font. Et entre ces différents angles, ces différents formats, ça peut être intéressant, ces différents plans simplement, ça peut être intéressant de gérer les transitions. Je vous ai parlé des transitions de bruit. Ce qui me semble intéressant aussi, c'est les transitions. Donc une manière aussi de faire des transitions par rapport au son, c'est de garder le son d'une vidéo précédente et le garder sur le plan suivant. Mais un truc intéressant, je trouve aussi, que moi j'ai surtout appris dans les dessins animés, c'est très utilisé dans les dessins animés, je trouve, c'est les transitions de forme. Des transitions de forme d'abord. Par exemple, vous allez filmer un objet, une roue d'une voiture, et quand vous allez changer de plan, vous allez filmer à nouveau quelque chose de circulaire. Ça peut être une lampe, ça peut être une hélice, ça peut être un œil, ça peut être un objectif de caméra.
faire la transition entre le zoom sur un œil et le zoom sur un objectif de caméra, c'est très classique. C'est des techniques plus cinématographiques, mais qui passent très très bien aussi sur YouTube et qui, je pense, demandent à être exploitées davantage. Moi, je l'ai un petit peu fait, mais ça peut être fait plus encore. Un autre type de transition intéressante entre deux plans, c'est les transitions de répétition de mouvements d'action. C'est-à-dire que vous allez filmer la même action, mais dans deux endroits différents. Ça peut être vous, simplement, qui marchez dans un pays, puis ensuite dans un autre pays, ou alors dans un endroit, puis un autre. Ou alors vous, votre visage de face en train de sourire dans votre chambre, puis dans la rue. Voilà, c'est ce genre de choses en fait. Par exemple, vous ouvrez la porte de chez vous, et le plan suivant, c'est vous qui refermez la porte d'un endroit où vous allez, quoi, de votre travail. Ça, c'est aussi des transitions qui sont efficaces. Un truc général dans la vidéo qu'il faut comprendre, je pense à ça là, c'est comme dans l'écriture, comme dans la narration, comme dans tout, en fait, il faut éliminer l'inutile, éliminer ce qui ne sert à rien pour rendre votre vidéo intéressante. Moi, ma manière de faire, c'est vraiment de mettre beaucoup de rush au début, mais la vidéo va durer 1 heure, et je vais tirer 10, 12, 15 minutes de cette vidéo. Bah ça, c'est simple, ça passe simplement par éliminer tout ce qui ne sert à rien, et vous devriez avoir un petit peu mal au cœur quand vous montez bien, parce que vous éliminez des choses qui sont quand même potables. Et voilà, vous devez pas avoir peur d'éliminer un petit peu trop, plutôt que d'éliminer pas assez. Tout en faisant des vidéos le plus longues possible, je pense, ce qui est difficile, mais ce qui demande du coup de filmer beaucoup plus, d'avoir beaucoup plus de choses à raconter. Un autre point aussi que j'ai appris tardivement, que j'ai compris tardivement dans la vidéo, c'est qu'une bonne manière de faire, en fait, et c'est vrai dans la narration aussi, hein, une bonne manière de faire, c'est de créer des clichés, c'est de fonctionner sur les stéréotypes et les clichés. Alors ces stéréotypes dont je parle, je vous rassure, hein, je suis en train de parler de stéréotypes du genre le road trip, le règlement de compte dans la scène de mafia par exemple, avec des musiques italiennes, ou alors le cliché de la scène d'horreur, si vous faites un peu d'urbex, essayez de mettre des musiques d'horreur et de jouer sur cette ambiance-là. Le cliché de l'exploration, de la découverte, de l'aventure, des clichés romantiques, ce genre de choses. Si vous pensez en termes de stéréotypes cinématographiques, vous allez très facilement créer des émotions. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu facile de faire ça. Bah oui, c'est facile. C'est facile et ça marche. Un cliché aussi qui marche bien, c'est le côté un peu énigme, résolution, détective, Sherlock Holmes, pour placer tous les mots-clés possibles. C'est un cliché, c'est un stéréotype qui marche très bien aussi pour capter l'attention, évidemment, que vous ne devez pas hésiter à abuser parce que c'est très efficace. Et je vous dis pas de le faire de manière sérieuse, hein, je vous dis pas de faire des vidéos où vous menez vraiment des enquêtes pour retrouver un criminel. Mais dès que vous essayez de résoudre une énigme dans la vidéo que vous tournez, ben utilisez cette ambiance-là, utilisez ce genre de musique, utilisez ce genre de plan, ce genre de dialogue. Et si c'est pas du coup ça va créer un effet un peu comique, mais ça marche très bien pour créer des émotions. Donc voilà. Ah ouais, un truc aussi intéressant en matière de rythme, parce que je vous parle beaucoup de musique, mais en fait, la raison pour laquelle la musique c'est aussi important et efficace, c'est surtout pour le rythme en fait. Et quelque chose qui marche bien, dans la vidéo, mais aussi dans la narration, dans la voix, dans l'écriture, c'est alterner le rythme. Dans la voix, il y a quelqu'un qui illustre vraiment bien ça, c'est Fabrice Lucchini. C'est quelqu'un qui a cette capacité à parler très vite, à vraiment enchaîner les mots, et puis tout d'un coup, il s'arrête, et il parle lentement. Ben ça, c'est quelque chose de très efficace pour capter l'attention des gens. L'immonde toux, elle arrive une fois tous les 6 mois, parce que maintenant, moi, je fais très attention. Parce que j'ai eu des problèmes avec les toux, alors maintenant, je fais hyper gaffe. Mais je sais qu'il y en a vraiment 2 sortes. Il y a la toux, mais la vôtre, elle est exactement la plus sublime, il s'empêche de déranger, et il le fait dans un interstice extrêmement bon. Mais la toux immonde, elle est obsédante pour un acteur. C'est la toux qu'on pourrait décrire comme le gars commence en disant « Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit. » Là,
N'importe qui de normal sent bien que ça va pas être coton. Si vous êtes capable de le faire en vidéo, avec des moments où ça va très vite, puis ça s'arrête net, et limite ça peut passer par quelque chose, par des timelapses ou par des ralentis, hein. Les timelapses, c'est beaucoup plus facile qu'on pense à faire. En posant votre caméra 20 secondes, vous pouvez faire un timelapse, hein. C'est pas si compliqué. Bah, alterner entre ces ralentis, ces timelapses, ces moments où la musique va très vite, où elle s'arrête, ou alors vous êtes en pause, et vous expliquez ce qui se passe à l'image, en voix off, et bien si vous faites ça, vous allez capter l'attention des gens parce que vous ralentissez, vous accélérez. En fait, je suis pas capable de l'expliquer pourquoi, mais je sais que ça marche. De la même manière que les tunnels temporels, les allers-retours entre le passé et le présent, ça marche très bien pour capter l'attention. Les ralentissements et les accélérations, il se trouve que ça capte très bien l'attention des gens. Et c'est pour ça, en fait, que des formats de mélange de formats et de transition entre différents types de plans, ça marche bien, c'est-à-dire alterner entre un facecam où vous racontez une histoire, et avec un vlog où vous êtes peut-être en voix off, puis un truc un peu plus clippé où il y a juste de la musique et de l'action, bah ça marche très bien, quoi. Puis après vous revenez sur le facecam, vous revenez un peu de lenteur, ce genre de truc c'est captivant, quoi, ça intéresse. Et puis ça vous démarquera des gens qui font juste des plans uniques et qui se concentrent sur un seul format, un seul rythme, un seul ton, un seul angle, ça c'est pas intéressant. Un truc sur là je vous parle beaucoup de choses différentes que vous pouvez faire pour aller un peu dans tous les sens, et ça peut un peu en jeter en vidéo, mais n'hésitez pas aussi à miser sur la sobriété. Souvent ça marche aussi très bien. Dans une même vidéo, vous pouvez avoir des moments très travaillés, puis des moments très sobres, où vos transitions c'est des écrans noirs de 1 ou 2 secondes, qui représentent, enfin moins que ça, hein, quelques microsecondes, qui représentent les clignements d'yeux, qui sont importants pour produire des séparations et pour peut-être se mettre dans un point de vue subjectif, pour se mettre dans votre regard. Vous avez ces clignements d'yeux qui sont des écrans noirs. Une autre manière de créer de l'émotion de manière très sobre, c'est d'enlever la musique, d'avoir du silence, et juste illustrer avec l'image pure, la vidéo pure. Peut-être avoir juste une voix off, très lente, avec beaucoup de silence, limite de l'ASMR. Être capable de mettre ça au milieu de votre vidéo, ça intéressera aussi, ça peut créer aussi, ça crée forcément une plus grande attention que si vous êtes tout le temps dans un montage brutal avec beaucoup de sons, etc., etc. Pour signaler les différences de temps dont je parlais, les changements entre différents moments et créer ces tunnels chronologiques, n'hésitez pas à utiliser des changements dans les couleurs, dans la saturation. Vous pouvez passer du noir au blanc, à une couleur normale, à une couleur hyper saturée dans les tons chaleureux, ou alors dans des tons froids. Et vous pouvez alterner comme ça entre différents lieux, différents moments, et faciliter la compréhension en changeant dans les niveaux de couleurs, pour signifier le passé, le présent ou le futur. Un autre truc qui, je pense, est peu exploité encore et qui marche très bien, sur YouTube en particulier, parce que c'est un lieu où on attend de l'humilité, de l'autodérision, de la subjectivité. Un truc qui marche bien, c'est d'être méta, de parler de votre montage au milieu de la vidéo, de vous arrêter et de vous filmer en train de monter. Et voilà, vous pouvez faire des transitions intéressantes et faciles avec ça, avec l'image que vous êtes en train de monter, et expliquer ce que vous avez fait vous-même, pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous essayez d'exprimer pendant votre phase de montage. C'est un truc aussi qui est sous-utilisé, je pense, et qui est très efficace. Ce que je vous dirais aussi, c'est un truc que les gens sont très... les gens pensent beaucoup, quand ils créent de la vidéo, ils pensent beaucoup en termes de réseau, de à quelle personne je dois parler, avec quel collab je dois faire. Alors évidemment, ça marche bien de faire des collaborations, etc. Mais sur le long terme, c'est pas ça qui va vous démarquer. Moi, les collabs que j'ai faites, globalement, c'est des gens qui m'aimaient bien, que j'aimais bien, et ça se fait naturellement, en fait. Il n'y a pas eu de réflexion de quel réseau je vais faire, etc. Les collabs, elles vont venir naturellement, vous ne devez pas vous prendre la tête sur ça, et elles vont venir facilement et naturellement si vous faites un travail original, un travail bien, un travail qui vous est propre, et que vous êtes capable de raffiner, de sophistiquer vos vidéos à votre manière, d'une manière personnelle. Donc vous prenez pas la tête sur ça, faites juste des bonnes vidéos. Dites-vous qu'en fait, il y a des gens qui sont des génies, en fait, et qui gagnent extrêmement bien leur vie, qui sont payés des millions, littéralement des millions, pour faire en sorte que YouTube ou Facebook propose aux gens le meilleur contenu possible. Alors, c'est leur travail de faire ça. C'est des ingénieurs dont le travail c'est de faire ça.
Donc vous imaginez en fait que vous allez pouvoir outrepasser ça parce que vous connaissez les bonnes personnes, parce que vous avez la bonne stratégie, sans avoir besoin de faire des bonnes vidéos. Je pense que vous rêvez un peu, ça n'arrivera pas. Vous avez besoin de faire des vidéos qui plaisent, quoi, tout simplement, quoi. Faut que les gens ils les regardent et ils se disent en fait c'est bien, j'ai envie de regarder ce truc-là jusqu'au bout. Limite c'est plus important ça que le fait d'avoir des bons titres qui vont faire que les gens vont cliquer. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, je l'ai peut-être pas bien expliqué, mais la voie, le processus en fait du spectateur sur YouTube, c'est que vous devez faire une vidéo avec une miniature qui va attirer le regard. Une fois que le regard est attiré par la miniature, il faut que ça donne envie de regarder le titre. Et une fois que la personne voit le titre, il faut qu'elle ait envie de cliquer sur le titre. Et une fois qu'elle est dans la vidéo, il faut qu'elle ait envie de regarder la vidéo 2 minutes de plus, puis encore 2 minutes de plus, puis encore 5 minutes de plus jusqu'à la fin. Ça, c'est la démarche, c'est le processus mental général quand vous créez des vidéos sur Internet. Mais vous devez vous concentrer en fait uniquement sur ça, sur le fait de faire de bonnes vidéos, avant tout. Et dites-vous qu'il y a des gens qui sont des génies, qui sont super intelligents, qui sont les plus intelligents du monde en fait, parce qu'on parle de Google, donc quelqu'un de super intelligent et qui va être très bien payé, bon, a priori il va chez eux. Donc il y a vraiment l'élite intellectuelle du monde qui est là-bas. Je sais, c'est peut-être un peu triste, mais c'est comme ça, l'élite intellectuelle du monde, elle est là-bas. Et elle fait en sorte que les gens tombent sur les vidéos qui vont faire qu'ils vont les regarder et rester sur YouTube le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que c'est aussi addictif YouTube. C'est parce que c'est très très bien fait, c'est trop bien fait. Donc concentrez-vous sur ça, sur l'art de faire de bonnes vidéos, plutôt que de réfléchir à d'autres choses un peu stratégiques, de connaître les bonnes personnes, etc. etc. Parce que vous vous dites, oui mais regarde les youtubeurs, en général quand ils réussissent, c'est qu'ils se connaissent entre eux, ils connaissent les bonnes personnes. Mais en fait vous confondez sûrement la cause et la conséquence. En réalité quand vous faites des bonnes vidéos, naturellement il y a des youtubeurs qui viennent vers vous. Si vous connaissez d'autres créateurs vidéo, naturellement vous allez être un peu meilleur et comprendre un peu mieux comment faire de bonnes vidéos. Et c'est davantage, en tout cas selon moi, une conséquence qu'une cause. Et si vous avez un succès qui est uniquement le fait de vos collaborations avec les bonnes personnes, ça risque de pas durer très longtemps. Ça risque d'être très passager. Dès qu'il y aura un changement d'algorithme, vous ferez partie de ces youtubeurs qui se plaignent de pas avoir autant de vues que dans le temps. Malheureusement, ce sera ça. Alors que si vous faites du bon contenu, que vous êtes capable de comprendre ce qui fait que les gens cliquent, ce qui fait que les gens restent, et vous allez être capable de vous adapter et de faire du bon contenu pendant longtemps. Faut miser sur un truc, c'est que YouTube, si justement il y a ce truc-là, des youtubeurs qui se plaignent beaucoup des changements d'algorithme, du fait que parfois ça marche moins bien, etc., si les gens se plaignent beaucoup de ça, en fait le corollaire de ça, je suis pas sûr que ce soit le mot, mais la conséquence de ça, c'est que vous, si vous êtes nouveau, si vous êtes petit, vous avez beaucoup plus de chances de réussir sur YouTube que dans un autre média. YouTube, c'est un média de petits. C'est un média qui est fait pour que les gens restent sur youtube.com, pour que les gens se lassent pas, et pour ça, il faut qu'il y ait un maximum de nouvelles personnes qui arrivent régulièrement. Parce que s'il y avait que 10 gros youtubeurs, que tout le monde regardait, qui est super mis en avant parce qu'ils font du très bon travail, s'il y avait que ça sur YouTube, en fait, tôt ou tard, on arrêterait tous de regarder. On en aurait marre de voir ces 10 personnes tout le temps. Tout comme à la télévision, il y a quand même un petit changement des animateurs, des formats régulièrement. C'est pas forcément parce que ça marche pas. C'est parce que si ça changeait jamais, si depuis 30 ans on avait toujours PPDA et Jean-Pierre Pernaut et Ardisson, il est parti il y a pas très longtemps, si on avait que ces gens-là en fait depuis 30 ans, on regarderait pas la vidéo, on regarderait pas la télé. Et il y a un besoin de changement, et sur YouTube c'est pareil, il y a un besoin de changement. Alors ça, si vous êtes un gros youtubeur, vous avez des raisons de vous en plaindre, mais si vous n'êtes pas encore lancé, vous pouvez en profiter pour vous faire votre petite place. Et la meilleure manière de le faire, c'est en faisant des bonnes vidéos, en étant un personnage, en incarnant un archétype, et en ayant votre propre angle, votre propre format, qui va faire que les gens vont s'intéresser à ce que vous faites dans la vidéo et peut-être ailleurs, sur votre site internet, sur d'autres types de contenus, sur des podcasts, etc. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour tout ce que je sais sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Si vous voulez toujours accéder au programme 99 livres et avoir 99 résumés de bouquins au format audio, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous ou aller directement sur 99livres.com, 99 livres avec un S, pas de tiret, pas d'espace.com. Vous allez trouver donc ce programme ici dans ce podcast, et aussi du coup accéder à un entretien audio avec moi en bonus.
d'une 30aine de minutes pour parler de vos projets personnels, entrepreneuriaux, artistiques, médiatiques, peu importe. Je vous laisse commander ça si ça vous intéresse, c'est en achat unique, c'est pas un abonnement. Et voilà, c'est ce qui permet à ce podcast d'exister, de continuer à se poursuivre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour un autre podcast. Je pense que la prochaine fois, je parlerai dans le prochain podcast de la voix, de ce que j'ai appris sur la voix, tout ce que j'ai appris au cours des années. Et c'est extrêmement lié à ce qu'on a vu ici sur la vidéo. Voilà, salut.